Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu mystère, disparition mystérieuse et non élucidée. Donc je coupe un peu le mystère de cette histoire avant d'avoir commencé en disant que ce sont des disparitions. Donc aujourd'hui on va aborder plusieurs disparitions qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas eu d'explication vraie véritablement et on va pouvoir à la fin de la vidéo faire des suppositions, émettre des hypothèses et j'adorais avoir votre avis. Je vous le dis déjà, j'adorais avoir votre avis sur toute cette histoire et sur tout ce mystère. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc installez-vous confortablement, posez-vous tranquillement, moi aussi je me mets confortablement pour vous raconter cette histoire. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des disparitions du triangle de Bennington. Donc passons tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va un petit peu parler de la ville de Bennington pour savoir quelle est l'origine un petit peu du terme le triangle de Bennington. Donc ce terme a été introduit par Joseph Citro en 1922. Joseph Citro c'est un homme, c'est un spécialiste en fait des sujets paranormaux. Il a écrit des livres, etc. Il était spécialiste vraiment des sujets paranormaux, donc il enquêtait un petit peu autour de tous ces sujets, de tous ces mystères. Donc c'est lui en 1922 qui a introduit ce terme. Donc le territoire en fait, du triangle de Bennington n'est pas véritablement défini. On sait quelles villes en font partie et il est un peu approximatif, défini un peu approximativement on va dire. Donc il est composé de plusieurs villes, Glastonbury, Woodford, Somerset, Bennington évidemment. Ce sont à peu près les 4 villes qui concernent ce triangle. Et en fait les villes de Glastonbury, Woodford et Somerset, ce sont un peu les 3 points, vous verrez quand je mettrai une image ici, ce sont les 3 points qui définissent les pics du triangle. Il faut savoir que c'était une région qui était prospère, donc c'est pour ça que les familles, c'est une région qui s'est développée, ce sont des villes qui se sont développées, les familles venaient pour vivre, elles travaillaient et elles vivaient convenablement, elles étaient vraiment bien, elles vivaient confortablement. Donc c'était des villes qui étaient forestières et industrielles, donc forcément voilà, les familles, les hommes venaient s'installer là avec leurs familles pour s'installer, pour travailler, pour pouvoir essayer d'avoir un bon cadre de vie. À la fin du 19e siècle, du coup, l'économie locale s'écroule et du coup, les villes sont désertées et deviennent des villes fantômes. Pas toutes, mais certaines villes deviennent des villes fantômes parce que du coup, il n'y a plus de travail, donc les familles ont vraiment déserté. Donc Citro, pour reparler un peu de lui, dans un de ses livres de 1996, il dit, je cite, « Depuis l'époque précoloniale, il y a eu d'étranges histoires de lumières mystérieuses, de sons introuvables et d'odeurs non identifiables dans toute cette zone du triangle de Bennington. » Donc même avant qu'il y ait les disparitions, il y avait déjà des faits un petit peu étranges, un petit peu mystérieux. C'était vraiment pas très safe. On sentait qu'il y avait une espèce de pesanteur et des événements un petit peu inexpliqués, on va dire. On va aborder 5 disparitions aujourd'hui. 5 disparitions mystérieuses du triangle de Bennington. Et parmi les 5 disparitions, il y en a une seule. Il y a une seule personne qui a été retrouvée. Mais on y revient. Donc la première disparition se passe le 12 novembre 1945. Il s'agit d'un homme âgé de 74 ans qui s'appelle Midi Rivers. Donc Midi Rivers, c'est un chasseur, c'est un passionné. Et ce jour-là, en ce 12 novembre, il guidait un groupe de 4 personnes dans la montagne, de 4 chasseurs dans la montagne. Donc ils allaient tous chasser, ils sont partis, ils ont été guidés justement par Midi Rivers qui connaissait très bien la région et qui était un habitué clairement qui est un habitué du coin et de l'environnement. Donc tout se passe bien, donc ils font leur chasse, etc. Ils marchent et ils font un peu leur balade. Sur le chemin du retour, Rivers devance le groupe et laisse un petit peu un écart en fait. Un écart se creuse un petit peu et il disparaît soudainement dans le secteur de la route Long Trail et de la route 9 du Vermont. On y reviendra, mais c'est vraiment très important de noter la route Long Trail et la route 9 du Vermont. En fait, il devance le groupe un petit peu et soudainement, plus aucun signe de lui, on ne le voit plus, il fait que disparaître. Donc des fouilles évidemment sont effectuées pour chercher, pour comprendre, pour retrouver un corps, peut-être qu'il est tombé, on ne sait pas, qu'il a été attaqué par un animal, tout est possible, on ne sait pas. Donc du coup, de nombreuses fouilles sont effectuées pour tenter de retrouver justement Midi Rivers. Et en fait, la seule chose qu'on va retrouver, c'est une cartouche de son fusil, une cartouche de fusil en fait,
de chasse dans un ruisseau. Et sa disparition est vraiment étrange et vraiment, comment dire, paraît vraiment bizarre pour les habitants, pour les gens qui le connaissaient, pour son entourage, parce qu'il était vraiment connu comme étant un chasseur et même un pêcheur expérimenté qui connaissait particulièrement bien la région, comme je disais au début. Donc, disparaître comme ça, ne pas retrouver son corps, on ne peut pas se dire qu'il se soit perdu ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, ben, il avait l'habitude d'aller chasser, d'aller pêcher là, et en fait, on n'a pas retrouvé de corps, on a juste retrouvé une cartouche de son fusil dans un ruisseau, un petit peu plus bas. C'est tout. On va passer du coup à la deuxième disparition qui suit. C'est le 1er décembre 1946, donc c'est juste l'année d'après en fait. Paula Jean Weldon, 18 ans, étudiante en deuxième année au Bennington College, justement, disparaît. Donc en fait, elle était partie en randonnée sur le long trail, comme je disais bien qu'il fallait faire attention. Donc elle est partie sur la route du long trail pour faire une randonnée. Elle a prévenu sa colocataire, elle disait qu'elle allait faire une balade, qu'elle avait besoin de marcher. Et ses proches étaient au courant qu'elle était dans des phases un peu dépressives et qu'aller faire de la randonnée, aller marcher, ça l'aidait à prendre l'air et ça l'aidait à aller mieux. Personne ne s'est inquiété parce que c'était dans son habitude, on va dire, de sortir, d'aller faire des balades, d'aller se promener, d'aller en randonnée. Et on savait que, son entourage savait en tout cas que ça lui faisait du bien. En allant faire sa balade, sa randonnée, elle croise plusieurs personnes sur son chemin, dont Ernest Wiseman. C'est un employé du quotidien local de Bennington Banner. Et il indique avoir parlé à Paula ce jour-là. Il dit qu'elle était très désorientée, assez agitée et qu'il a même dû lui indiquer le chemin, il a même dû lui donner des indications pour qu'elle puisse se repérer parce qu'elle semblait vraiment un petit peu perdue, un petit peu embrouillée. Donc un couple de personnes âgées indique avoir vu Paula seule à environ 91 mètres de leur position avant qu'elle ne disparaisse dans un virage du sentier en fait. Le temps qu'ils arrivent, ils ont marché, ils ont voulu aller voir. Le temps qu'ils arrivent, elle n'était plus là. Plus aucune trace, plus aucun signe d'elle dans ce virage en fait. Et elle n'a plus jamais été revue depuis. Et au moment où elle a été vue pour la dernière fois, donc par ces personnes, par ce couple de personnes âgées justement, elle portait un manteau rouge vif. Il faut savoir aussi que certaines personnes ont pu émettre l'hypothèse qu'elle ait un problème par rapport au temps. Parce que quand elle est partie, le temps n'était pas favorable. Et le temps qu'elle parte, qu'elle arrive au sentier, les conditions météorologiques se sont nettement dégradées pour atteindre environ moins 12 degrés. Et elle n'était pas du tout équipée pour ce type de conditions, pour ce type de température en fait. Donc là encore, évidemment, il y a eu des fouilles. Le premier endroit qui a été fouillé, c'était la grotte d'Everett. Il n'y a eu aucune preuve, en fait, on l'a pas trouvé. Il n'y a eu aucune preuve qu'elle n'ait jamais même été là. Donc évidemment, le reste des recherches a été concentré sur le long trail du Vermont, puisque c'est là qu'elle se dirigeait, c'est là qu'elle a voulu aller faire sa randonnée. Le long trail du Vermont, en fait, c'est un sentier de 270 miles. C'est un sentier entre la frontière sud de l'État et la frontière canadienne. Et donc du coup, c'est là que les recherches ont été vraiment concentrées. Et dans toute l'enquête et les recherches pour retrouver Paula, évidemment, il y a une serveuse du Massachusetts qui affirme avoir servi une jeune femme qui correspond vraiment à la description de Paula. Et que c'était une jeune femme qui était vraiment agitée, qui était un peu stressée, nerveuse, qui paraissait vraiment agitée. Et c'était pas du tout un comportement normal, c'est un comportement qui l'a marquée. Et elle a révélé cette histoire aux autorités en fait. Et en apprenant cette histoire, en apprenant ce témoignage, en fait, le père de Paula il vrille totalement en fait et il disparaît pendant 36 heures. Il devient donc évidemment le premier suspect, le suspect numéro 1 parce que qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 36 heures, où est-ce qu'il était, pourquoi en fait on ne sait pas. Et en fouillant un peu dans l'histoire familiale, en fouillant un peu dans les relations que Paula pouvait avoir avec son père, chercher un peu des preuves, des indices, il découvre que c'était pas la famille parfaite, il découvre que notamment Paula ne s'était pas rendue au repas de Thanksgiving parce que quelques jours avant elle s'était disputée avec son père et que c'était vraiment une dispute, un conflit qui l'avait marqué, qui l'avait chamboulé et du coup elle ne s'était pas du tout présentée au repas de Thanksgiving.
Malgré des recherches approfondies, une récompense de 5 000 $ et l'implication du FBI dans les recherches pour retrouver Paula, elle n'a plus jamais été revue et elle n'a jamais été retrouvée. 3 ans jour pour jour après la disparition de Paula, James Tedford disparaît à son tour, donc le 1er décembre 1949. C'est un ancien combattant qui a une 60aine d'années et qui habite dans une pension pour anciens militaires à Bennington, justement. Donc, il se trouve de passage à Saint-Alban pour visiter sa famille. Donc, il a rendu visite à sa famille. Son séjour touche à sa fin et il s'apprête donc à rentrer à Bennington. Il prend un bus donc pour rentrer chez lui. Les témoins disent bien l'avoir vu dans le bus, l'avoir vu monter. Il était effectivement assis, il était effectivement voyageur de ce bus. Et il s'avère qu'à un moment donné, entre le dernier arrêt et Bennington, en fait, Tedford a soudainement disparu. Comme ça, dans les airs, il a disparu du bus, il n'y est plus. Pourtant, ses bagages sont toujours là, dans le porte-bagages. Un horaire de bus a été retrouvé sur sa place, ouvert. Mais lui, il n'a plus jamais été revu, ni aux abords du bus, ni nulle part. Il n'a fait que disparaître au sein de ce bus. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où il est passé. Et voilà, juste, il a disparu juste avant d'arriver à Bennington chez lui. Le 12 octobre 1950, c'est Paul Jeffson, 8 ans, qui disparaît. Il était parti avec sa mère dans un camion pour aller nourrir les cochons. Donc elle s'est arrêtée, elle a laissé pour aller nourrir ses porcs et lui, il est resté dans le camion. Elle a dû s'absenter entre environ 45 minutes, 1 heure je dirais. Et quand elle est revenue, son fils avait disparu. Elle l'a cherché, elle a appelé, elle a crié, elle a regardé s'il n'était pas parti, s'il ne s'était pas éloigné un petit peu plus loin, qu'est-ce qui avait pu se passer, aucune trace, rien. C'est comme si Paul s'était évaporé. Il n'y a jamais eu aucun indice qui pouvait laisser penser que je ne sais pas qu'une voiture était passée, il l'avait kidnappé ou qu'il était parti ou qu'il avait été agressé ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu aucun indice, aucune preuve de sa disparition, d'une agression ou d'un kidnapping, on ne sait pas. Rien n'a été retrouvé, malgré le fait que le petit Paul portait une veste rouge vif, tout comme Paula. Ça aurait dû faciliter le fait qu'il soit repéré, avoir des témoignages, des indices ou qu'il soit retrouvé plus facilement, mais rien n'a été retrouvé. On ne l'a plus revu, aucune trace de lui, aucune nouvelle du petit Paul depuis ce fameux 12 octobre où il a disparu. Son père a expliqué que quelques jours avant sa disparition, Paul avait exprimé une étrange envie de se diriger vers les montagnes. Est-ce que c'est l'appel des montagnes ou une espèce d'incohérence de sensation qui l'aurait poussé à partir comme ça sans dire à sa mère et qui a fait qu'il ait disparu? On ne sait pas. C'est vraiment un mystère jusqu'à maintenant de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Paul, où est-ce qu'il est passé en fait, tout simplement. Le 28 octobre 1950, donc à peine 16 jours après la disparition de Paul, c'est au tour de Frida, ou Frida, je sais pas, Frida, comment on dit, Frida Lander de disparaître. Tôt ce jour-là, donc ce 28 octobre, elle a quitté avec son cousin le camping familial pour partir faire une randonnée. Donc ils sont partis tous les deux en randonnée. Donc leur randonnée se passe bien, leur balade se passe très bien, tout va bien. Jusqu'au moment où Frida, en fait, elle glisse et elle tombe dans un ruisseau. Donc elle est mouillée, elle est trempée même pour dire. Elle explique à son cousin, elle lui dit de l'attendre là. Attends-moi là, je vais au camping me changer et je reviens. Je reviens tout de suite, je vais juste me changer, je reviens. Donc elle se sépare de son cousin et elle retourne au camping. Et puis le temps passe. Donc son cousin retourne au camping parce qu'elle ne revient pas. Donc il retourne au campement familial et il se rend compte qu'en fait Frida n'est jamais arrivée au camping. Elle n'est jamais retournée, elle n'est jamais arrivée pour se changer comme prévu. Elle a disparu, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Donc à ce moment-là, en fait, des fouilles massives sont organisées par la police, par des bénévoles, des pompiers, des militaires pour retrouver Frida dans cette forêt et aux alentours. Il y a eu 5 perquisitions qui ont été menées au cours des 2 semaines suivantes. Il y a eu
l'implication d'avions, d'hélicoptères pour avoir des vues aériennes, pour essayer de voir avec les plans aériens, d'essayer de voir où est-ce que Frida ou si on trouvait ses affaires, si on pouvait la repérer, s'il y avait quelque chose. Rien n'a été retrouvé. Ils ont cherché et rien n'a été retrouvé. Ni aucune trace de disparition, ni aucune trace d'elle, rien du tout. Et c'est le 12 mai 1951, donc à peu près 7 mois après sa disparition, dans la zone du réservoir Somerset, qui avait été soigneusement peigné au moment de la disparition de Frida, que son corps est retrouvé. Donc 7 mois après, son corps est retrouvé. C'est le seul corps parmi les 5 disparus qui a été retrouvé. Je précise bien que du coup, comme on disait, dans cette zone où son corps a été retrouvé, il avait été peigné finement, il avait vraiment été exploré de A à Z au moment de la disparition de Frida. Donc on ne peut que supposer qu'il a été déposé là par la suite en fait. Mais son corps était dans un état de décomposition tellement avancé que c'était impossible de déterminer la cause du décès. Ça aurait pu aider, ça aurait pu donner une piste, ça aurait pu donner des indications sur ce qui s'est passé, sur ces disparitions, sur même pourquoi et comment elle est morte. Mais malheureusement, 7 mois après, le corps est dans un tel état que c'est impossible de déterminer la cause de la mort. Donc voilà, c'était les 5 disparitions du triangle de Bennington. Des mystérieuses disparitions vraiment inexpliquées avec un seul corps retrouvé. On ne peut pas, c'est que mystérieux, je n'ai pas les mots pour dire à part que c'est purement mystérieux. Donc en fait, je vais vous évoquer quelques petites pistes et quelques petits commentaires qui ont été faits sur ce triangle et sur justement ces disparitions. Et on va pouvoir faire, vous pourrez me donner votre avis, vous pourrez me dire justement ce que vous en pensez. Si vous avez des hypothèses à nous soumettre, n'hésitez surtout pas. Donc l'hypothèse la plus rationnelle jusqu'à maintenant, c'est que c'est la possibilité qu'il y ait eu un tueur en série en fait, tout simplement parce que les disparitions ont été faites dans un laps de temps donné en fait. Donc dans un court laps de temps et dans une cohérence géographique qui semble montrer en fait que ce serait la zone de ce prédateur, de ce tueur en série. Donc pour le moment il n'y a pas eu de preuve, etc. malgré le nombre d'années qui s'est écoulé. Mais on peut supposer qu'il y avait juste simplement un tueur en série. Il y a d'autres hypothèses qui peuvent dire que les personnes ont été tuées par des animaux. Sauf que c'est pas très cohérent parce que quand un animal tue, on peut retrouver les vêtements, on retrouve les chaussures, on retrouve des ossements. Parce que les animaux, ils laissent des traces derrière eux quand ils mangent, quand ils tuent quelqu'un, un autre animal, un être humain, ils laissent des traces. Donc il y aurait eu des traces, il y aurait eu des preuves en fait de la disparition / de la mort en fait des personnes disparues. Ce qui n'est pas le cas. Donc en fait les personnes qui ont fait, les policiers, les militaires, peu importe, tous les volontaires, tous les bénévoles et tous les proches tout simplement qui ont cherché les personnes disparues ressentent en fait une certaine frustration parce qu'il n'y a aucune preuve en fait, il n'y a aucun signe de mort, il n'y a aucun signe de disparition, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien à part du mystère et à part la personne qui n'est plus là en fait, tout simplement, et on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où elles sont toutes ces personnes disparues. Donc voilà, c'était cette histoire de disparition du triangle de Bennington qui est vraiment un mystère, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas si vous avez des théories, si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas, comme je disais, à nous en faire part. N'hésitez pas à les laisser en commentaire, à échanger, parce que moi vraiment cette histoire, je suis sidérée par le fait que c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui disparaissent comme ça mystérieusement sans laisser aucune trace, et je trouve ça incroyable. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Donc n'hésitez pas vraiment pour qu'on échange. J'aimerais vraiment avoir vos théories, savoir ce que vous en pensez. Si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, ça a eu peut-être entre temps, je sais pas, des choses dont j'ai pas trouvé, des choses dans mes recherches j'ai pas trouvé, que vous êtes au courant de certaines choses, n'hésitez surtout pas. Mais en tout cas, c'était cette histoire de disparition mystérieuse, ces histoires qui me passionnent et que j'aime énormément et que j'ai énormément aimé partager avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout, c'est la fin de la vidéo, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Moi je vous dis donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement, j'espère, dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.